Alors, une scène du film Hook, ou La revanche du capitaine Crochet, fait dire à Robin Williams, fais ce qu'il te plaît dans la vie, ou une phrase de ce genre, donc ce qui renvoie au fameux Rabelais. Et on a établi le lien par l'intermédiaire de Rabelais entre Spielberg et Nolan. Il est vrai que il n'y a pas d'allusion explicite sexuelle dans les œuvres de Nolan. Alors soit c'est une pudeur naturelle, ou peut-être qu'il est versé dans autre chose, puisque c'est quelqu'un de très rationnel, de très matheux, ou soit il ne veut pas vendre la mèche, ou soit tout simplement il se contente des œuvres de son maître, qu'il acquiesce sans souffler mot, qui ne dit mot consent. En tout cas, si ces œuvres ne sont pas explicitement portées vers l'obscénité, ou en tout cas il n'y a pas des allusions entre guillemets explicites sexuelles, eh bien il cautionne les œuvres de Spielberg et il en fait la signature. Et c'est ce qui nous renvoie à la relation entre Interstellar et Alice au Pays des Merveilles. Déjà, arrêtons-nous sur l'auteur Lewis Carroll. Donc, Lewis Carroll est un nom d'emprunt. Et chez les maçons, il est connu que Lewis signifie fils de maçon. En l'occurrence, Lewis Carroll était né d'une union de francs-maçons. Ensuite, il a écrit le livre Alice au Pays des Merveilles en hommage à la fille du professeur Henry Lindell, du doyen Henry Lindell, qu'il avait rencontré à la Christ Church Oxford, donc avec qui il a noué une relation, avec ce doyen Henry Lindell, et il était donc souvent en contact avec sa fille Alice, et il est fort, ce que ne dit pas bien sûr sa biographie officielle, et il est fort à suggérer, et il y a fort à suggérer, qu'il avait des intentions, ce n'est pas moi qui le dis, des intentions pédophiles avec Alice alors qu'elle était âgée de 10 ans. Et donc pour le point commun entre Alice au Pays des Merveilles et Interstellar, il s'agit d'une initiation. Alors bien sûr, il y a les premiers degrés où la vitrine de compréhension d'une initiation. Il s'agit de sortir orphelin en se retirant de son environnement et en se plaçant dans des conditions afin de faire l'introspection et ainsi de suite. Mais il y a une dimension occulte dans l'initiation maçonnique, quand bien même l'initié n'en aurait pas conscience. Donc ce sont des choses que l'on apprend dans les étapes supérieures de ces confréries occultes. Et donc, ici, c'est Cooper, père, qui va faire son initiation. Et il y a un recoupement à faire, donc Alice est orpheline, on en a déjà parlé. Il y a un recoupement à faire avec Blanche-Neige et les 7 nains, qui elle aussi est orpheline, puisque dans Blanche-Neige et les 7 nains, plus qu'une initiation, c'est le dévoilement, la recette, plus exactement, de l'alchimie et de ces 4 éléments, au gré d'un conte donc, qui est exposé de façon cachée, et qui est donc réservé aux initiés. Et donc, il y a un alliage entre ces deux histoires, Alice au Pays des Merveilles et Blanche-Neige et les 7 nains, pour nous pondre un conte moderne qui est d'autre que Interstellar. Donc,
il quitte la Terre, il fait ses péripéties, donc il passe par les mêmes fosses par lesquelles sont passés Alice. Je ne vais pas les reproduire ici, on va essayer de faire un peu court. Et il y a un moment, tout comme Alice, il tombe dans le vide. Donc Alice tombe dans un trou, elle tombe dans le vide, et elle dit pendant qu'elle tombe, elle dit que est-ce qu'on va se retrouver de l'autre côté? Elle fait une allusion à un problème de forme au niveau de la gravité, puisque ici il est fait allusion à Lucifer et sa version hindou-Ahriman, qui a été reliée par par un certain Steiner, par la théosophie qui est le point commun entre les mouvements réactionnaires suprémacistes blancs qui veulent faire d'une Europe une Europe blanche et païenne, donc épurée de son catholicisme, malgré que souvent elle est défendue par des mouvements catholiques, donc ça je reviendrai dessus ultérieurement. Et en attendant, eh bien, il y a eu une inception dans ces mouvements-là, c'est-à-dire qu'on a semé une graine dans l'esprit par l'intermédiaire de la théosophie, qui est une espèce de syncrétisme entre les différentes doctrines occultes ou idéologies occultes, ou les différents mouvements occultes. Donc ces graines ont été semées par Hélène Blavatsky, qui est une espionne anglaise, on a déjà parlé, j'en reparlerai, et de Aleister Crowley. Et bien sûr, ils ont des victimes. Après, consciente ou inconsciente, on ne peut pas le définir de façon formelle, si ce n'est qu'en ayant en main des preuves formelles le démontrant. Il y a notamment l'un des chantres de cette théosophie n'est autre que René Guénon, même si éventuellement il a la dimension il adopte la dimension spirituelle de cet occultisme et qu'il met de côté sa dimension économique et politique, mais ça c'est approuvé. Et donc avec la théorie de l'hyperborée qu'il emprunte à Blavatsky, il va inspirer, lui et d'autres, le nazisme. Hitler lui-même aura des liens que l'histoire cache avec Aleister Crowley. Aleister Crowley dira « Je suis né avant Hitler ». Je reviendrai sur ces choses-là. Tout cela pour dire que Interstellar, au même titre que Alice au Pays des Merveilles, fait allusion à la présence de Satan au centre de Lucifer dans le centre de la Terre, et qui a été notamment adoptée, c'est-à-dire cette vision occulte a notamment été adoptée par Dante, l'initié, dans son fameux la Divine Comédie, l'enfer. Et un problème se posa au monde moderne, fut que lorsque Satan est au centre de la Terre, qu'en est-il de la gravité? Et je n'ai plus en tête, mais la science a répondu à ces problématiques en disant que lorsqu'il se trouve au point zéro, c'est-à-dire au centre du globe, à l'intérieur du centre, eh bien, il y a une gravité zéro. Et c'est cette énigme que résout Cooper, malgré lui, parce qu'on l'a insufflé. Cette insufflation, elle a lieu également dans Tenet, mais on reviendra sur Tenet, que à ce moment-là, il y a une gravitation zéro. Et c'est l'énigme qui va permettre de sauver l'humanité. Donc bien sûr, G, je l'ai dit, est un symbole occulte. Il est au cœur de l'emblème maçonnique, la lettre G, qui peut renvoyer éventuellement au gamma de Pythagore, je l'ai dit, et qui a aussi la fonction dont je viens de parler, et qui est, autrement dit, que Satan
se trouve au centre de la Terre, où la gravité est nulle. Après, je ne suis pas spécialiste. Les spécialistes de l'occultisme comprendront mieux les faces cachées, mais ce qu'on peut deviner, c'est que lorsque l'homme se complaît dans la transgression et dans le péché, eh bien, il permettra à Satan de se délivrer, ou à lui-même de se délivrer des entrailles de la terre, pour s'élever dans les hauteurs de la spiritualité, de l'émancipation, et ainsi de suite. Et donc, c'est exactement le thème et la conclusion du film Interstellaire. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il fait une introspection sur lui-même, certes, et il arrive à se voir quelques années auparavant, au début de son initiation, de la même façon que Alice, elle se revoit au début de son initiation, pour dire qu'elle est sortie de sa coquille, qu'elle est sortie de son moi, pour être en phase avec elle-même, pour être émancipée. Et d'ailleurs, à ce propos, il serait bien intéressant à l'occasion de parler de la polarité, qui est aussi un symbole maçonnique cher à Hollywood, notamment dans Tintin avec les jumeaux du film Le Prestige de Nolan, et autres, les jumeaux au Dupont et Dupont. Ça serait un thème qui serait intéressant à développer à l'avenir. Et le lien avec Spielberg, c'est que dans Rencontre du troisième type, le héros, Richard Dreyfuss, qui est très intéressant lui aussi, il semble que ce soit un crypto-juif, en tout cas, ou peut-être un juif assumé, je n'ai plus en tête. En tout cas, on retrouve dans sa maison, donc au moment où il commence à perdre la tête, il est fait allusion à une montagne bien déterminée, je ne sais pas ce qu'il reprend d'un point de vue symbolique, c'est peut-être la montagne d'Indiana Jones, et peut-être même de la Paramount. En fait, je dis ça, ce sont des liens lointains, là je réfléchis à voix haute. En tout cas, il y a sur une table une revue dans laquelle on peut détecter une partie du titre, parce qu'il est possible qu'il y a un mot plus long, et qui est Gravity. Donc c'est le lien avec Nolan. D'ailleurs, il y a eu un film qui est consacré ou dont le titre est carrément Gravity, et il est possible qu'il y ait une dimension, et d'ailleurs on est même quasiment certain pour ce qui est de Interstellaire, et on peut fortement le supposer pour Rencontre du troisième type, qu'il y a une interprétation occulte de ce terme Gravity. Il y aurait d'autres éléments à déchiffrer dans une rencontre troisième type, notamment les masques, l'obligation du port du masque, qui ont été imposés à la suite d'une imposture, c'est-à-dire d'un mensonge de l'État. On parle aussi de faire mourir des animaux par anthrax. Il y a des thèmes que l'on peut retrouver ou que l'on peut juxtaposer avec l'actualité, mais je m'en tiendrai là pour pas faire trop long. Un autre élément de Interstellar qui est très intéressant, puisque ce film nous apprend énormément de choses, il suffit de lire son synopsis détaillé sur sa page Wikipédia, c'est qu'il y a une conversation entre entre Cooper, le héros, et la fille du professeur Brand, la fille de Michael Caine, dans lequel elle parle de la nature. C'est-à-dire que la nature n'est pas mal intentionnée, elle n'est pas malveillante, malgré ses pouvoirs destructeurs. Donc là, on est en plein eugénisme, on est en plein darwinisme, on est en plein kabbalisme sur la place du bien et du mal dans la morale. On est en plein déterminisme pour déterminer, pour fixer la part du libre arbitre chez l'homme et ainsi de suite. Donc c'est des points qu'on pourrait développer, mais on ne le fera pas ici. On les évoque de façon succincte. Et cela me fait
curieusement penser à la bête de Alien. Donc, je fais souvent la comparaison entre Alien donc c'est un thème de la parasitologie qui a certainement inspiré Ridley Scott. Donc, je fais souvent un parallèle avec la Banque mondiale ou la finance internationale. Est-ce que c'est ce que voulait Ridley Scott? En tout cas, sûrement pas, enfin peut-être pas, mais en tout cas, Ridley Scott était passionné par la parasitologie. Il y a un documentaire récent qui en parle. Bien sûr, il y a des allusions à la mythologie grecque, égyptienne, donc ça, on est dans les classiques. Et parmi les personnages historiques qui l'ont inspiré, il y a Francis Bacon, l'homosexuel assumé, donc dans le sens où il assumait son homosexualité. Bon, peut-être qu'il était un peu plus que cela, peut-être qu'il était masochiste. Parce que comme le dit sa page Facebook, sa page Wikipédia, donc on n'a rien inventé. Peintre de la violence, de la cruauté, de la tragédie, son esprit est tenté selon ses dires par le ver d'Échille. L'odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux. Voilà. Nous sommes à une époque où les valeurs sont inversées et que les personnes malsaines et perverses, elles sont érigées au rang de héros de la culture moderne. Et malheureusement, la plupart des gens n'ont pas conscience de l'extrême cruauté à laquelle sont capables tous ces gens. Eh bien, ce monstre-là, Alien, ce qui est un peu un thème, même des films beaucoup plus récents, c'est qu'il n'est pas intrinsèquement méchant. C'est qu'il est simplement en phase avec sa nature. C'est un prédateur. C'est un prédateur parfait. Et d'ailleurs, le prédateur parfait qui attire l'admiration dans des opus plus récents d'Alien, qui attire l'admiration, ne serait-ce que pour des raisons mercantiles, des opportunistes, mais aussi des scientifiques. Et il suscite également le monstre suscite également l'admiration de H, donc qui lui est un robot, donc il n'est pas humain. Ici, il s'agit d'une vision de la vie qui est purement mécanique, qui est purement organique et qui exclut toute dimension de l'âme, toute dimension des sentiments et autres. Et en tout cas, nous sommes en plein darwinisme. D'ailleurs, il y a une ode au darwinisme dans Interstellar par Dr. Mann. Et donc qui exclut la dimension spirituelle de l'homme et sa dimension émotionnelle, et que de toute façon, ces dimensions-là, dans des calculs qui sont purement mercantiles et purement, on va dire, virtuels, eh bien, ils parasitent l'optimisation des gains. Et c'est un thème qui est intéressant à traiter, je ne le ferai pas ici. Il y a aussi le thème de l'allusion à Kennedy, parce qu'il est capitaine Dallas, qui est l'une des victimes du 8e passager d'Alien. Et ensuite, il restera une femme, Sigourney Weaver. Donc, il y a 2 femmes. Et à la fin, il restera une femme. Et l'opérateur mécanicien noir, c'est le chef technicien qui est noir.
Donc ici on a tous les agréments de ce qu'on appelle entre guillemets le gauchisme, il faudra déterminer ce que signifie ce terme. Et en tout cas, tous les agréments du mondialisme, le féminisme, avec la parabole de la femme au milieu de l'entreprise, au sein d'un univers masculin au milieu de l'entreprise. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Le noir qui se substitue ou qui rivalise avec le blanc. Et donc ici nous avons ce cosmopolitisme encouragé par le mondialisme et la mondialisation, dans lesquels les États-nations ou le verrou des États-nations ont sauté, et qui connaît une résistance de la part du suprémacisme blanc. Donc on a ici le mondialisme qui est la thèse, le suprémacisme blanc qui est les synthèses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent le blanc est la victime du cinéma Hollywood, et en cela Hervé Rissens a raison sur ce point-là, bien qu'il me semble que lui-même est un suprémaciste blanc, contrairement éventuellement à Soral. Je reviendrai sur ces points à l'avenir. Et donc, c'est l'antithèse, une opposition contrôlée, de la même manière que le nazisme avait été contrôlé, et qu'actuellement, on se dirige vers un guet-apens qui est tendu à la Russie, de la même manière qu'il y a eu un guet-apens tendu à Hitler au début de la première partie du XXe siècle. Et c'est ce qui me renvoie au film Tenet, qui va nous aider à comprendre éventuellement les enjeux actuels, puisque la place du cinéma n'est pas anodine dans la propagande de l'élite financière. Et d'ailleurs, il est intéressant que les Simpsons prédisent souvent les événements, mais en réalité, ils n'ont rien inventé, les Simpsons. Ça peut paraître complotiste, mais par exemple, le colonel House, qui avait des liens mystérieux avec Aleister Crowley, il a pendu un livre, l'administrateur Dru, Philippe Dru, dans lequel il prédit la mise en place d'une dictature. Et c'est un peu la façon dont s'est organisé les États-Unis, alors que ce livre, il l'avait écrit très tôt, il l'avait écrit, il me semble, en 1916. Donc souvent, le cinéma anticipe des événements futurs, et d'ailleurs même des séries comme les Simpsons, ça peut paraître complètement absurde, et pourtant les faits sont là. C'est un constat qui est purement factuel. Et il est donc intéressant de décortiquer Tenet, qui selon la vue d'un journal mainstream, qui est Le Point, il me semble, donc qui n'a rien de complotiste, et qui fait une synopsis détaillée du film. Donc si je m'en tiens à cette synopsis, voici comment interpréter ce film. Mais avant ça, je disais donc qu'il y avait la thèse, donc le mondialisme, qui consiste à détruire la société traditionnelle et l'organisation patriarcale, ou en tout cas qui la met à mal. Une réaction, un mouvement réactionnaire par les suprémacismes blancs qui, pour des raisons de crédibilité aux yeux de la masse, se font passer pour des fervents catholiques, mais qui sont en réalité des païens. Et cette graine a été semée par inception de la part des grands occultistes du 19e et du 20e siècle, au service des Anglais. Et ça, je vais développer ce point en détail. Et ensuite, il y aura la synthèse. Donc, il y a la thèse, l'antithèse, l'opposition contrôlée, et la synthèse qui sera le nouvel ordre mondial, qui est prévu pour 2060. Dans une période où nous allons changer d'air, nous allons passer de la période du poisson, selon bien sûr cette vision, non pas qu'ils vont la concrétiser, de la période du poisson, qui est l'ère des religions, notamment du monothéisme, à une ère nouvelle, aux mains des
des eugénistes mondialistes qui vont instituer comme religion le noaquisme. Et pour revenir à ce synopsis, il est d'une sournoiserie sans limite. Mais venant d'Agénie, c'est pas étonnant. C'est une choupa. On va pas la décrire à la manière de Dieudonné, parce que c'est un croyant ne doit pas utiliser ce genre d'expression. Mais ici, on atteint les sommets de la choupa. C'est qu'on a un futur dans lequel, bon, un futur apocalyptique, donc on est en plein messianisme, dans lequel la Terre arrive à sa fin, c'est-à-dire les capacités de la Terre à supporter la surpopulation. C'est un peu aussi le thème de l'Interstellaire, donc on est dans la continuité d'Interstellaire, et c'est d'ailleurs à la lumière d'Interstellaire que l'on va comprendre les tenants et les aboutissants de Tenet. Donc je disais faire les liens dans l'œuvre d'un même auteur, lorsque celui-ci, bien sûr, est un génie. Et donc, les ou une partie des générations futures, donc on ne sait pas qui c'est, comme dans Interstellaire, ça peut être les djinns, ça peut être en tout cas des occultistes, ils veulent sauver le monde, puisqu'à leur époque, le monde est en perdition, dans le sens où les matières premières, elles s'épuisent, le monde ne peut plus supporter la surpopulation. Il est possible qu'il y ait eu des catastrophes naturelles ou autres. Et il voudrait revenir dans le passé, donc c'est un thème récurrent, hein, Terminator et autres, en sachant que la notion du temps, on le voit dans Alix, dans Alice au Pays des Merveilles, on le voit dans Interstellaire, elle est très importante et c'est aussi un thème à développer et qui est lié avec l'occultisme, mais je ne le ferai pas ici. Et donc, il y a un retour dans le passé, à la part d'une élite, mais on ne sait pas trop qui ils sont, on suppose que ce sont des hommes bien intentionnés dans le futur, en sachant que la limite entre le bien et le mal, elle est mal définie, parce que souvent on présente des aliens, des étrangers, mais en fait ce sont les djinns, mais on va dire eux, dans la science-fiction, ce sont des extraterrestres, qui sont soit bien intentionnés, soit mal intentionnés. Et ça, bien sûr, c'est un thème kabbalistique qu'on retrouve même chez des rabbins juifs, là notamment francophones, qui dit qu'il y a des anges bons ou mauvais. Et c'est la même chose pour les aliens. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Dans Cocoon, ce sont des bons aliens. Et je me demande si Cocoon n'est pas produit par Spielberg, j'ai plus en tête. En tout cas, il fait partie de la fine équipe, Ron Howard. Donc c'est toute l'équipe, Robert Zemeckis, Ron Howard, George Lucas, bon, Spielberg. Après, il y a les deux producteurs occultistes, de grands propagandistes, Kathleen Kennedy et Frank Marshall. Donc toute l'équipe là. Eh bien, dans Cocoon, les extraterrestres, ils sont des gentils, mais de toute façon, la notion entre le bien et le mal dans le monde occulte, elle est mal définie, puisque c'est une notion qui est purement relative, comme le temps qui est purement relatif. Donc on est dans le relativisme, ce que les catholiques appellent le nominalisme, pour discréditer le gnosticisme qui s'attaque aux religions et aux fondamentaux dans les religions. J'en ai parlé ailleurs, donc je ne vais pas revenir sur ce point. Eh bien, donc, pour revenir à Ridley Scott, à la fin, lorsqu'elle tue la bête, l'alien, Ripley, elle dit: je t'ai eu, fils de. Ah bon, elle dit une insulte, hein, son of a bitch en anglais, ça fait peut-être moins vulgaire. Et ça peut être un lien avec la mort de Kennedy. Parce que bien sûr, Ridley Scott est un anti-catholique. On le voit dans son film de façon très marquée dans son film sur Christophe Colomb. Bon, bien sûr, The Kingdom of Heaven, c'est une imposture. On a l'impression que c'est un syncrétisme entre les trois religions et c'est une vision angélique de la religion, mais en fait, c'est
Cet opus est d'un anticatholicisme marqué. Et donc, ici, il y a peut-être un pied de nez à Kennedy, parce puisqu'à partir de la mort de Kennedy, enfin du capitaine Dallas, Ripley prend les commandes du vaisseau. Donc c'est très intéressant. Ensuite, elle annonce un nouveau monde après la destruction du vaisseau. On est en plein thème kabbalistique. Donc, les thèmes kabbalistiques de prédilection de nos amis réalisateurs hollywoodiens qui sont érigés en symbole de la culture moderne, alors que ce sont des monstres. Et notamment Ridley Scott, pour l'anecdote, avait envisagé que l'équipage développe des relations gays ou lesbiennes à la suite d'une promiscuité en huis clos, s'étendant sur une longue période de temps passé dans l'espace. Il a déclaré que s'il avait à refaire le film aujourd'hui, c'est une direction qu'il développerait. À l'époque, c'était trop révolutionnaire. Bon, bien sûr, cette information, je l'ai prise de Wikipédia, ce n'est pas des sites complotistes. Et donc, je dis aussi dans un article que Ripley, elle n'avait pas vraiment de genre, c'est une femme un peu masculine. On n'est plus dans les canons hollywoodiens des années 60 avec les sex appeal. Donc, elle anticipe la théorie du genre. Donc, c'est des choses que j'ai déjà parlé par le passé. Mais en tout cas, derrière ce couple black-blonde, il y a toujours un thème sous-jacent qui est l'homosexualité. Voilà pour l'anecdote. Donc, pour revenir à Tenet, ce film occulte et sinistre, bien sûr, qui suscitera l'admiration de beaucoup, donc, justement parce que grâce à ce don à enfumer les gens avec des scénarios imbriqués de façon très complexe, mais le thème en réalité de base il est tout simple, et qui est donc un noir sauveur du monde. Nous sommes dans un terme purement mondialiste. Eh bien, il est envoyé par le futur, on ne sait pas par qui. Donc, tout comme dans Interstellar, on ne sait pas par qui. On devine, mais on ne sait pas par qui. Il est envoyé dans le passé pour sauver le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre partie du futur, on ne sait pas qui non plus, qui vont revenir dans le passé, donc ils vont trouver une technique pour revenir dans le passé. Donc la notion du temps très marquée dans Alice au Pays des Merveilles. Donc il est cohérent avec lui-même Christopher Nolan. Ils vont envoyer dans le passé une caisse d'or à un Russe afin qu'il fasse sauter un certain nombre de bombes nucléaires à travers le monde afin d'endiguer ce qui dans le futur eh bien, sera à l'origine de la disparition de l'espèce humaine. Et lui, le sauveur Black, il doit empêcher cette déflagration, ou en tout cas, il doit empêcher ce Russe, donc le Black avec la blonde, qui est la femme du Russe, il doit empêcher cette mise à mort de l'humanité. Donc, dans ce film, le Russe est le mauvais, c'est-à-dire le suprémaciste blanc est le mauvais, le mondialiste Black, partisan du métissage, il est bon. Mais si on revient au discours du professeur Mann, on suppose qu'il s'appelle David, parce que dans Duel il s'appelle David, et qui n'est autre que Matt Damon, qui a tenté de tuer Cooper. D'ailleurs, ça revient aussi à la tentative d'assassinat dont fut l'objet Alice, avec cette fameuse femme
qui dit couper la tête. Peut-être qu'elle fait allusion, peut-être au roi. En tout cas, l'allusion n'est pas claire. On vous dit, ah non, mais c'est une image, mais dans les faits, je n'en dirai pas plus ici. En tout cas, Alice a suivi une tentative de meurtre, tout comme Cooper, donc entre les mains de Matt Damon, et Matt Damon lui fait son petit quart d'heure eugéniste. Il lui dit, en substance, que il vaut mieux sauver l'espèce humaine, donc avoir cette dimension purement organique de la réflexion. C'est ce que nous font les prédateurs, hein, à grande échelle, lorsqu'ils dépouillent l'humanité de ses richesses, à leur propre profit cupide, indépendamment de savoir ce qu'il en est du côté des victimes. Eh bien, Matt Damon dit, donc c'est une vision qui est très moderne, très New Age, dit il vaut mieux sauver l'espèce humaine que de se laisser aveugler par l'empathie envers ses proches et son environnement. C'est-à-dire que ce Russe qui voulait faire exploser une partie de l'humanité en vue de sauver l'humanité de demain, eh bien, lui n'était pas pris d'empathie, donc il a fait le bon choix. Donc c'est lui le héros en définitive. Et le Black, qui lui doit sauver l'humanité parce qu'il est pris d'empathie, contrairement à ces suprémacistes blancs, eh bien lui, il a fait le mauvais choix. Et le bon choix est du côté du Russe. Et il a constaté que, j'en ai déjà parlé, j'en reviens pas dessus, ces derniers temps, il y a une propagande autour de la Russie qu'il a dépeint en termes élogieux. Et ici, c'est le meilleur exemple. Et comme, bien sûr, Nolan est un génie, il a réussi à le cacher aux yeux de la masse. Mais il suffit de décortiquer la chose pour se rendre compte qu'il fait l'éloge du suprémacisme russe. Et c'est ce point que je compte développer dans la prochaine vidéo.